vous m'entendez, c'est bon? Bonsoir, moi je m'appelle Juliette. Aujourd'hui, vous m'entendez, c'est bon? Ouais. Je vais vous parler de photographie. Plus particulièrement, je vais vous montrer comment on fait pour faire une belle photo. En fait, je vais même vous montrer comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ce que vous voyez au moment où vous voulez prendre la photo, donc les photons qui sont censés aller directement dans votre œil, comment on va faire en sorte que vous, après, quand vous regardez votre écran, vous allez voir la même chose que ce que moi j'ai voulu voir quand j'ai pris la photo. Voilà, donc pour ça, je vais d'abord vous montrer pourquoi est-ce que c'est important de faire une belle photo. En fait, on va se placer dans un cas que vous connaissez tous et qui est un de nos marchés clients chez Miro. Je dis que vous connaissez tous parce qu'on a déjà tous été confrontés au fait de chercher à louer ou à acheter un appartement. Donc on va se placer dans le cas de l'immobilier. Imaginez que vous êtes en train de chercher un appartement. Là, vous cherchez, vous trouvez une offre. Vous voyez... Bah non, pas ça. Pardon, excusez-moi. Vous voyez cette photo? Est-ce que vous avez plus ou moins envie d'aller visiter cet appartement? Ensuite, vous voyez celui-ci. On va dire même base de prix. Entre les deux, lequel vous avez le plus envie de visiter? Voilà, moi j'ai un peu mon idée. Je choisirais plutôt celui-là. Mais ce que moi je sais que vous avez remarqué ou pas remarqué, c'est que ces deux appartements, c'est même la même pièce exactement. Sauf que cette photo-là, elle a été prise par un photographe comme vous et moi, donc c'est-à-dire, enfin moi je suis pas photographe, je sais pas vraiment prendre une photo ou une belle photo. Je l'aurais prise avec mon smartphone, voilà, je n'aurais pas fait vraiment de retouches dessus. Celle-ci, elle a été prise par un photographe professionnel avec du matériel de très bonne qualité et elle a sûrement été rééditée un peu après l'acquisition de la photo. Donc d'abord, je vais vous montrer pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un bon matériel et pourquoi est-ce que même avec un bon matériel, on ne peut pas faire une photo idéale. Donc ça, c'est le schéma d'un appareil photo réflexe. Donc globalement, c'est un assemblage assez complexe de lentilles convergentes, divergentes, pour ceux qui savent de quoi je parle. Sur les lentilles, on a pas mal de contraintes. On doit déterminer la focale, on doit déterminer la taille des lentilles, l'espacement qu'elles ont entre elles selon ce qu'on veut qu'elles fassent dans l'objectif, au niveau du zoom, tout ce genre de choses. Rien que d'un point de vue théorique, c'est hyper difficile de faire un système optique qui tienne bien la route sur ce qu'on veut faire. Alors imaginez dans la pratique, quand il faut polir les lentilles parfaitement, quand il faut les aligner parfaitement, c'est impossible d'avoir un système optique qui soit réellement parfait. Donc nos photons qui arrivent sur cet objectif, ils vont traverser toutes ces lentilles et ensuite ils vont être captés par un capteur. Et ensuite, il y a une conversion analogique numérique pour avoir une image numérique, donc nous, on va pouvoir traiter. Quelques exemples de défauts qui sont engendrés par l'objectif, donc la partie lentille pure. On va avoir de la distorsion. Je ne sais pas si vous voyez bien sur cette image, on voit que les lignes, en haut notamment, elles sont très courbes. Donc la distorsion, en fait, c'est le principe que des lignes droites dans le monde réel vont être transformées en lignes courbes dans l'image. Donc ça, c'est un problème que nous, on va devoir résoudre ensuite en post-processing des photos. Un deuxième gros problème, et ça, c'est notre problème principal sur les photos qu'on reçoit chez Miro, c'est les poussières. Donc en fait, c'est des poussières qui sont directement soit sur les lentilles, soit sur les capteurs, et qui font des taches noires en fait sur les photos. Le principe de ces taches, c'est qu'elles vont se répéter sur toutes les images du shooting parce qu'en fait elles sont sur l'appareil photo, donc on va les voir partout. Donc voilà. Donc ensuite on arrive sur le capteur. Le capteur, c'est souvent un CCD, parfois un CMOS. Globalement, c'est un système de semi-conducteur qui va être couplé à une électrode. Donc c'est là que la vie de notre photon s'arrête, puisque le photon il va être capté par les photosites. Et ensuite, il va être transformé entre guillemets en électron. Et donc là, on va passer dans la partie électronique. Alors, on a des micro-lentilles en fait, qui vont être avant le photosite
À quoi elles servent? C'est juste parce qu'en fait, elles vont servir à concentrer un peu plus la lumière pour qu'on ait plus de photons d'incidence sur chaque photosite, ce qui permet d'avoir une meilleure qualité derrière. Et le deuxième élément très important, enfin qui est même le plus important pour nous, c'est la matrice de Bayer. C'est un filtre en fait. Un filtre parce que nos photosites, donc nos semi-conducteurs, ils ne voient pas en couleur. Ils n'ont aucune notion de longueur d'onde, tout ça. Et donc du coup, nous, pour faire que la photo soit en couleur quand on la voit, il va falloir qu'on choisisse si nos photosites ils vont capter plus le vert ou plus le bleu ou plus le rouge. Et après, on va devoir réorganiser tout ça pour faire que notre image est en couleur. Donc le schéma qu'on utilise en principe, le plus souvent, c'est donc la matrice de Bayer qui contient 2 fois plus de pixels verts que de pixels rouges et bleus. Ça, c'est parce qu'on essaye de reproduire le mieux possible la vision humaine. Et en fait, la sensibilité de l'œil humain a un pic dans le vert. Et donc du coup, on utilise 2 fois plus de pixels verts que des autres couleurs. Alors, quelques exemples de problèmes induits par les capteurs. Il y a du bruit. Le bruit, en fait, c'est parce que dans les électrodes, il y a des électrons qui se baladent tout le temps, pas forcément que quand il y a des photons qui arrivent. Et du coup, c'est un phénomène qui est complètement aléatoire, qui est impossible à modéliser du coup, et du coup très compliqué à compenser. Donc on le voit là sur les parties, en général sur les parties plates, on voit une espèce de granularité sur les photos. Ensuite, on a une question de résolution, donc de nombre de pixels sur le capteur. Ça, donc, c'est important pour la qualité des images. Plus on a de pixels, plus on peut voir de détails sur nos images. Ça paraît assez logique. J'ai une petite parenthèse à faire parce qu'en fait, sur les smartphones, on nous vend que maintenant les smartphones ont quasiment autant de pixels que les réflexes. Alors, ok, mais en fait, il ne faut pas que le nombre de pixels soit choisi au détriment de la taille du pixel. Parce que, comme on disait tout à l'heure, ou je ne l'ai pas forcément dit, mais le bruit, on le voit plus quand il y a moins de photons qui arrivent sur le capteur. Et donc, si on prend des pixels tout petits, on va avoir un bruit qui est beaucoup plus grand et donc une qualité d'image qui est dégradée. Sachant que là, on parle de pixels directement sur le capteur et pas des pixels qu'on va avoir sur nos images numériques ensuite. C'est globalement la même chose, mais c'est juste pour... voilà. Alors un dernier problème qui est induit en partie par le capteur et aussi par les choix du photographe, c'est l'exposition. Donc le temps d'exposition, c'est le temps globalement où on va laisser le capteur ouvert pour faire l'acquisition des photons avant de faire notre image. On voit sur ces 2 images que c'est souvent impossible d'avoir une exposition qui est bonne dans les zones sombres et dans les zones surexposées de l'image. Donc on va devoir faire des choix entre bien exposer une partie ou bien exposer l'autre partie parce qu'on ne peut pas choisir sur chaque partie de l'image le temps d'exposition qu'on va faire. Voilà. Donc nous, c'est un problème aussi qu'on va devoir résoudre. Et enfin, le dernier problème qui est induit à la fois parfois par l'appareil photo, souvent par le photographe, c'est les questions d'angle. Là, on voit qu'on a un espèce de point de fuite qui est pas joli et nous, on va essayer de redresser l'image ensuite pour faire en sorte que nos lignes soient horizontales. Voilà, donc avec un photographe qui a super bien travaillé, avec un bon matériel, on arrive sur une photo comme ça. Alors la photo, elle est bien, elle est nette, on n'a pas de flou. Elle est correctement exposée, on n'a pas des zones trop sombres, on n'a pas des zones trop claires. Et elle est plutôt bien cadrée, on voit bien la profondeur de la pièce, pour ça c'est top. Par contre, elle a des défauts. La balance des blancs est mauvaise. On a une poussière, je ne sais pas si vous la voyez ici. Et on a de la distorsion aussi. Voilà, donc ça c'est une image qui n'est pas exactement ce que le photographe a voulu nous montrer et qui n'est pas ce que le client veut, nous, derrière. Parce qu'on a des clients qui ont besoin de photos de très bonne qualité, en plus de la quantité. Parce que Miro, c'est une entreprise de production de photographie. Donc en fait, nous, on a des clients qui nous commandent des photos. En interne, on traduit
on traduit ces demandes de photos par des guidelines pour les photographes. Nous, après, on a un réseau de photographes partout dans le monde qui travaillent pour nous, qui font ces photos, qui nous envoient les photos. Et après, on vérifie que les guidelines ont bien été respectés. On retouche les photos, on les édite et on les renvoie au client. Donc voilà. Et nous, le type de photos qu'on va envoyer au client, c'est plutôt ça. Donc là, la balance des blancs est mieux faite. On a redressé les verticales, on n'a plus de poussière. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors là, c'est pas le cas parce que forcément l'ordinateur a changé un peu, mais nous, ce que le photographe nous livre, c'est du RAW, donc c'est des images complètement non retouchées, il n'y a même pas de dématrissage par rapport à la matrice de Bayer, donc nous après on a tout le travail à faire derrière, au contraire de vos smartphones par exemple qui vous délivrent directement du JPEG. Donc le JPEG, il y a déjà eu un travail de post-processing qui est fait, la base de la base, mais un peu de travail quand même. Voilà, donc maintenant je vais vous parler plus de post-processing, de ce que nous on fait chez Miro pour augmenter la qualité des images. Alors sur notre pipeline générale, donc ça c'est en gros général parce que toutes nos photos, quel que soit le marché, que ce soit l'immobilier ou n'importe quel autre marché, ça passe par ces cases. On traite donc la balance des blancs, les cas de poussière, on fait des corrections géométriques et on enlève le bruit. Et ensuite, plus spécifiquement sur l'immobilier, les algorithmes classiques, c'est du bracketing, je vais expliquer ce que c'est après, de l'alignement, de la fusion, et après on a un algorithme qui fait du enhancement de contour, contraste, couleur, tout ça. Voilà. Alors en fait, on a la chance chez Miro d'avoir beaucoup de photos. On a beaucoup de photos avant retouche, après retouche. Dans tous les cas de problèmes que j'ai expliqués, ils sont tous représentés dans notre base de données d'images. On a beaucoup, donc c'est assez facile pour nous de créer des datasets, soit pour valider nos algorithmes, soit même pour créer des algorithmes d'entraînement pour du deep learning. Donc je vais vous parler plus particulièrement de deux algorithmes que j'ai choisis parce qu'il y en a un qui est en deep learning et l'autre qui ne l'est pas, pour vous montrer qu'on fait un peu de tout. Donc le premier, c'est donc de la balance des blancs. Voilà, donc c'est un réseau de neurones qui est basé sur AlexNet, réseau classique en computer vision. C'est donc extrait d'un article de Microsoft qui a été publié à CVPR, donc, qui s'appelle FC4, pour Fully Convolutional Color Constancy. Le principe de l'algorithme, c'est qu'il prend en entrée une image, il la passe dans l'AlexNet qui, en sortie, va nous donner en fait une carte de confiance des zones où l'algorithme est sûr de pouvoir extraire la vraie couleur. Donc par exemple, si je lui envoie une photo de banane jaune, il va savoir que les bananes, elles sont jaunes. Donc en fait, c'est pas une image blanche avec un illuminant jaune, c'est juste des bananes jaunes avec un illuminant normal. C'est un peu l'idée. Donc en fait, il récupère la carte de confidence et ensuite, donc, il détermine là où il est vraiment capable de déterminer l'illuminant. Et ensuite, par un moyen-âge classique pondéré, on récupère l'illuminant global sur l'image. C'est une méthode globale. On ne fait pas de white balance en local. Parfois, il y a des corrections locales à apporter. En général, en immobilier, on n'en a pas besoin. Donc, on travaille surtout avec du global. Voilà. Le deuxième algorithme dont je vais parler, c'est le bracketing. Alors, le bracketing, c'est en fait... Tout à l'heure, je vous parlais du problème d'exposition. Nous, pour régler ce problème d'exposition, surtout en immobilier, quand on a des fenêtres et tout, on va demander au photographe de faire plusieurs fois une même photo avec des temps d'exposition différentes. Donc on va avoir, en général, on en a 3. On a une qui est correctement exposée sur l'ensemble de l'image, une qui est sous-exposée et une qui est surexposée. Et on va essayer de fusionner toutes ces images. Donc nous, quand le photographe nous envoie tout son shooting, on n'a aucune information de quelles sont les images qui appartiennent donc au même bracket. On appelle ça un bracket, les 3 images, ou 5 ou 7, ou peu importe, qui arrivent ensemble. On n'a aucune information sur les brackets. Donc on va faire en sorte de chercher dans le shooting quelles sont les images qui peuvent être appariées et qu'on va ensuite devoir fusionner. Donc pour ça, on fait tout simplement une égalisation d'histogramme sur toutes les images du shooting, un calcul des gradients, et ensuite on
on détermine la similarité des cartes de gradient. Alors si c'est similaire, on dit que ça fait partie du même bracket, et si ça ne l'est pas, c'est pas les mêmes images. Voilà, puis un exemple. Voilà. Une fois qu'on a bracketé nos images, on va les fusionner. Sauf que si on fait ça directement, parfois le photographe il a un peu bougé en faisant l'acquisition de ces 2-3 photos. Et donc quand on fusionne, on va avoir des images qui sont mal fusionnées. Ça marche pas, il y a du flou, c'est moche. Et du coup, on est obligé d'aligner d'abord les images parfaitement. Donc pour ça, on fait assez classiquement en computer vision de la détection de points SIFT, qui sont les points d'intérêt de l'image. On fait du matching de ces points entre les deux images, et ensuite on fait une transformation homographique pour aligner parfaitement les images. Voilà, et on arrive à des fusions après alignement qui sont bien meilleures. Donc voilà, juste pour vous montrer le principe de la fusion sans rentrer dans les détails, en gros on va récupérer les zones qui nous intéressent dans chaque image et on les fusionne dans une seule et même image. Et donc on voit qu'on a une image qui est correctement exposée partout, parce que celle-ci, qui est donc celle qui est à peu près correctement exposée au départ, on voit qu'on n'a aucun détail dans les fenêtres, c'est complètement surexposé. Et là, pareil, dans le meuble qui est très noir, on n'a aucun détail. Voilà. Donc la fusion permet d'avoir du détail un peu partout. Voilà, donc après tout ça, on arrive sur une très belle image qu'on peut envoyer au client. Sauf que nous, le problème qu'on a, c'est que vous voyez cette image sur cet écran qui sont à peu près les mêmes. Moi, l'image que je vois sur mon écran, c'est pas la même. Parce que les profils colorimétriques qui sont utilisés dans ces écrans-là, dans mon écran, dans vos écrans de téléphone, dans chacun dans son écran d'ordinateur, sont complètement différents. Donc si je vous envoie la photo, vous allez tous voir des photos un peu différentes. Nous, on a ce problème-là parce que entre le photographe qui nous envoie sa photo, les producteurs, les retoucheurs photos, les clients, on voit tous des photos différentes. Donc c'est des problématiques qu'on a aujourd'hui et qu'on essaye de résoudre en interne. Voilà, merci à vous. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour. Donc déjà, merci pour la présentation. Je voulais demander pour la balance des blancs, en fait, c'est un problème de superviser en fait, pour l'algorithme FC4. Ouais, c'est supervisé, ouais. Je voulais savoir, les datasets d'entraînement que vous utilisez, du coup, c'est des datasets publics ou des datasets à vous ? Alors c'est un dataset public, ouais, qui s'appelle dataset checkerboard ou un truc du genre, je me souviens plus exactement, je pourrais le retrouver, mais ouais, c'est un dataset public. On n'a pas eu besoin de le réentraîner parce qu'il fonctionnait suffisamment bien sur nos données à nous. On pense à le réentraîner pour certains cas particuliers, voilà. Okay. Mais pour l'instant, on n'a pas eu besoin. Ok, merci. Bonsoir. Pour enlever les poussières, ouais. Comment c'est le process ? Ça va être une sorte de deviner ce qu'il y a derrière, ou est-ce que c'est avec la fusion des trois images qu'on peut peut-être... Alors on n'a pas de fusion sur toutes les images, donc on ne peut pas faire par de la fusion d'images, on fait de l'inpainting en fait. On détecte d'abord les tâches en se basant sur le fait qu'elle est toujours à la même place sur les photos du shooting. Et ensuite, on fait de l'inpainting. En général, les tâches sont assez petites, donc c'est assez facile de faire de l'inpainting. Si je peux compléter la question, est-ce qu'il y a peut-être un projet de votre côté pour pouvoir enlever les objets ou enlever des personnes, par exemple, sur une photo ? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose c'est quelque chose qui va venir, qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place encore, mais qu'on aimerait faire. Parce qu'en fait, on a un problème souvent, c'est que les photographes, quand il y a des miroirs dans les pièces, ils se prennent en photo dans les miroirs, et nous, on ne veut pas de ces gens dans les miroirs, donc on essaierait de les enlever, ouais. Pas d'autres questions ? Bonsoir, merci pour la présentation. Je voulais savoir, est-ce que les photographes sont contraints à prendre plusieurs images de la même scène ? Et est-ce que ça vous est arrivé d'avoir une seule image par, je sais pas, une chambre ou quoi que ce soit ? Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites ? Alors en fait, les photographes, quand ils prennent des shootings pour nous, ils ont des guidelines, donc ils ont un certain nombre de photos à nous envoyer de chaque pièce avec des critères assez précis. Et s'ils nous envoient pas ce qu'on leur a demandé exactement, on essaye de voir ce qu'on peut faire avec ce qu'ils nous ont envoyé. Et si c'est vraiment pas possible, on leur demande de reshooter
de faire un reshoot, quoi. D'accord. J'ai une deuxième question concernant les algorithmes. Est-ce qu'il y en a certains qui dépendent de certains paramètres? Comment vous faites pour les régler, les paramètres? Est-ce que vous les changez d'une image à une autre? Et la troisième question, et c'est la dernière. Une fois vous avez l'image finale, comment vous validez que c'est la meilleure qu'il faut envoyer ou pas? Est-ce que vous passez derrière les images une par une, ou comment vous validez? On a des producteurs en fait qui eux valident la qualité de tout ce qu'on envoie avant de les envoyer aux clients. Et donc c'est eux qui vont passer les images en revue, envoyer les meilleures, valider si elles sont suffisamment bien éditées ou pas, et après envoyer aux clients ou nous faire des retours. Donc ouais, ça c'est traité. La question d'avant, les paramètres, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait rien à paramétriser, que le maximum de choses soient faites automatiquement sans aucun paramètre à ajuster par image. C'est un peu le principe. Ok, merci beaucoup. Bonjour. Moi, je suis curieux de savoir quel est le format de l'image que vous demandez au photographe que vous recevez. Donc, si ce n'est pas du JPEG, ça va être quoi? C'est du RAW, en fait. Du RAW? Okay. Ouais. Je ne connais pas. Tu connais pas. C'est le format d'image de base qui est sorti par le capteur, directement après la conversion analogique numérique. Donc en fait, il n'y a eu aucune retouche. Typiquement, quand je vous parlais de matrice de Bayer, ça veut dire que sur l'image du RAW, on voit les pixels verts, bleus, rouges qui sont sur l'image. Il y a vraiment, il y a aucun post-processing qui est fait sur l'image. C'est l'image brute, vraiment brute. Bonsoir. J'ai une question. Vous avez dit que des experts, justement, donnent un avis sur la qualité de l'image. Est-ce que vous utilisez, en fait, parce que c'est comme de l'annotation, c'est un nouveau label, est-ce que vous l'utilisez dans vos datasets pour enrichir, justement, les apprentissages? Oui, suivant les algorithmes qu'on met en place, on en a certains où on a besoin de faire de la labellisation. Typiquement, on a un algorithme de classification de pièces dans les appartements. Ça, on l'a fait en labellisant, en ayant recours à une entreprise externe qui nous a labellisé les données. C'était la question. Est-ce que vous apprenez la qualité? Est-ce qu'on apprend la qualité? Oui. Comment ça, la qualité? Savoir qu'une image est meilleure qu'une autre. Donc, puisqu'à la fin, vous avez les avis d'experts, ça vous donne une idée de la qualité de l'image. Ouais. Et donc, est-ce que c'est un critère que vous apprenez? C'est un projet en cours, ouais. D'accord, merci. Oui, bonsoir. J'avais aussi une question sur... donc là, vous avez parlé de la balance des blancs. Je crois que vous avez mentionné aussi le contraste et les couleurs des photos. Donc quand vous avez une photo du coup qui passe donc le traitement d'un algorithme, est-ce que du coup c'est d'abord traité pour la balance des blancs, puis pour les couleurs, puis pour les contrastes? Est-ce que vous traitez du coup chacun de ces problèmes de manière indépendante? Alors toutes les photos passent dans une pipeline. On choisit pas... c'est fixe en fait. Il n'y a pas de... Pour telle photo, on va utiliser cet algorithme. Pour telle photo, on va utiliser l'autre. On passe toutes les photos dans la pipeline et il y a un changement de couleur, il y a une balance des blancs qui est faite et c'est sur toutes les images. Et les images qui ont déjà des bonnes couleurs et déjà une bonne balance des blancs ne sont pas censées être cassées par le fait qu'elles passent en fait dans les algorithmes, entre guillemets. D'accord, donc vous avez en fait les images passent les algos les uns à la suite des autres, ouais. Du coup. Ok. Ouais. Moi, j'avais une question sur le temps d'exposition. Tu as montré tout à l'heure des différentes photos. Donc, ce que j'ai compris, c'est que vous demandez au photographe de prendre la même photo avec différents temps d'exposition. Ouais. Parce que le capteur n'est pas capable d'appliquer un temps d'exposition sur une partie de l'image et un autre sur un autre. J'avais deux questions. Comment est-ce que notre œil humain arrive à le faire? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui essayent de faire des capteurs qui seraient capables de reproduire ça? Je ne peux pas répondre à cette question. Ça sort un peu du cadre.
plus de la Je curiosité. pense que notre œil ne fonctionne pas exactement comme un capteur, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment un temps d'exposition parce qu'on voit en continu. On a une fréquence d'échantillonnage, mais qui est... Enfin, voilà, et on a l'œil, c'est pas qu'un capteur, on a eu un gros travail de post-processing derrière. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qui rentrent en compte là-dedans. Mais je pourrais pas répondre... Comment ? Il y a des saccades oculaires aussi, ouais. il y a toute une reconstruction de l'image pour un capteur qui est très imprécis ça, ouais. à la base. Ouais, exactement. Donc ouais, je pense que c'est pas aussi facile à comprendre que ça. Merci. Hi, sorry, I'm going to ask my question in English. Are you using deep learning anywhere in your business other than for white balance? Yes, we do. We have like half of our algorithms which are deep learning, I think. Yeah. Okay. Do you have an example of another application? The application? Yeah, like a use case of deep learning. I talked about the enhancer of contrast and colors. This one is the most deep learning that we have. It's we basically have to train it. We use the image that we have, like sent by the photographer, and we try to to have an output which look exactly like it would be if the photographer would have retouched it by himself, and that's an example. Bonsoir. Et du coup, comment vous faites pour la profondeur de champ ? Est-ce que vous corrigez avec un algo ou les optiques utilisées par le photographe sont à une profondeur de champ assez large pour faire les photos ? En général, les photos de bonne qualité, enfin les photos de meilleure qualité qu'on a, le matériel est suffisamment bon pour avoir une profondeur de champ suffisante. On a un projet, alors je ne sais pas s'il est encore à jour, mais de profondeur, de correction de la profondeur de champ, mais sur des images qui sont de moins bonne qualité, mais ça, on ne fait pas encore. C'était un projet à un moment, mais je ne sais pas si ça a été... Bonsoir. Est-ce que vous utilisez ou vous envisagez d'utiliser les GAN pour générer des images et éventuellement se passer carrément du photographe ? On utilise des GAN. Aujourd'hui, on utilise des GAN pour faire de la super résolution sur des images. C'est l'application qu'on a principalement. On a une doctorante qui se lance dans une thèse sur les GAN là, en ce moment-là. Donc ouais, on envisage de faire des GAN. Ouais. Juste, du coup, vous faites que les photos ou aussi les vidéos ? Parce que souvent, maintenant, sur les sites internet, ils veulent pas seulement des photos, mais par exemple des vues en 360 ou des vidéos, etc. Alors, Miro vend des vidéos, mais la partie recherche se base pas sur la vidéo. On a des gens qui font du montage vidéo en interne dans la boîte, mais nous, en R&D, on s'occupe pas du tout de vidéo pour l'instant. Ok, vous traitez pas les images. Okay. Merci. Merci beaucoup.